Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal. Je suis aussi professeur au département de sciences politiques et à la faculté de sciences politiques et de droit à l'UQAM. Je dirige aussi l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand. Cet observatoire, qu'on appelle l'OCM à la chaire, a été créé en 2019 grâce à l'appui de la Banque nationale du Canada. C'est une équipe de recherche qui rassemble des chercheurs canadiens et internationaux, des chercheurs en résidence. Je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Des chercheurs aussi à l'extérieur de l'UQAM. Donc, vous pouvez regarder notre site Internet pour voir quelle est l'équipe. Mais c'est une équipe qui étudie la mutation des stratégies de puissance que les acteurs internationaux, étatiques ou non, déploient sur la scène internationale pour déstabiliser des États, fragiliser leur société, les institutions, les processus politiques, porter atteinte au système des États, les systèmes économiques notamment et les infrastructures critiques. Les manipulations de l'information, les cyberattaques, les offensives géoéconomiques, dont l'espionnage économique et l'ingérence politique et électorale figurent parmi les phénomènes que l'on étudie à l'OCM. Donc, on essaie de contribuer à la réflexion québécoise et canadienne sur ces enjeux, au moyen de publications scientifiques, de publications grand public, de conférences, de colloques, de tables rondes comme celle qu'on tient aujourd'hui, d'interventions médiatiques. Et on tente, bien humblement, parce que l'équipe n'est pas énorme non plus, donc il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais on tente bien humblement d'informer, de sensibiliser les Canadiens, les Québécois sur la manière dont ces mutations sécuritaires contemporaines, ou ce qu'on appelle souvent à l'OCM les nouvelles conflictualités internationales, notamment l'usage malveillant des technologies numériques, affectent des États comme le Canada, leur gouvernement, la société civile, le secteur privé et les citoyennes et citoyens. Donc, c'est dans cet esprit qu'on a décidé de tenir le webinaire d'aujourd'hui qui porte sur le thème des cyberincidents géopolitiques au Canada. Et on s'appuie sur ce webinaire pour lancer la publication de l'édition 2023 de notre rapport annuel sur les cyberincidents géopolitiques au Canada. C'est un rapport, vous voyez ici à l'écran, vous voyez la page titre du rapport à l'écran. Je pourrais vous montrer quelques pages additionnelles du rapport si vous voulez y jeter un œil durant la conférence. Il est d'une vingtaine de pages, relativement concis. C'est un résumé de ce qu'on a observé au cours de l'année grâce à notre travail de veille sur ces questions. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le rapport ou le lire, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le trouver en fait sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.uqam.ca. Il est disponible là gratuitement en format PDF. C'est un rapport qu'on publie chaque année et qui s'appuie aussi sur ce qu'on a appelé le répertoire des cyberincidents canadiens de l'OCM, qu'on a lancé, c'était en 2020, Alexis? 2020. Et ça aussi, c'est sur notre site Internet. C'est un répertoire qui recense, qui catégorise pour l'heure une centaine de cyberincidents géopolitiques qui ont directement touché le Canada depuis une dizaine d'années. Ça aussi, c'est disponible sur notre site Internet si vous voulez le consulter. Et au fond, les travaux qui précèdent, en fait, qui mènent à ce rapport, à ce répertoire, visent un certain nombre d'objectifs. Essayer de mieux définir le phénomène des cyberincidents géopolitiques et leurs conséquences pour le Canada. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là dans le cas des États-Unis, parce qu'on a une équipe de recherche aussi à la chaire qui s'appelle l'Observatoire sur les États-Unis, où on travaille sur la politique étrangère américaine, le rôle des États-Unis dans le monde, l'interaction des États-Unis avec les grandes puissances russes, chinoises en ce moment, c'est d'actualité. Et à partir de cette littérature, et notamment d'un cas qui a beaucoup frappé l'imaginaire aux États-Unis, le cas de l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. On est parti de cette littérature, de ces théories sur les nouvelles conflictualités pour essayer de voir finalement qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada. Est-ce que le Canada peut être la cible d'ingérence politique, d'ingérence électorale, comme ça a été le cas aux États-Unis en 2016? Comment les cyberattaques, les campagnes de manipulation de l'information peuvent affecter le Canada aussi? Et on sait que le Canada est un allié important des États-Unis. Les États-Unis et le Canada se sont rapprochés au cours des derniers mois sur un certain nombre d'enjeux, la relation avec la Chine notamment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, tout ça? C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie d'étudier dans le cadre de nos travaux. Et comme l'indique le rapport 2023,
Ça, je pense que je vous surprendrai pas en le disant, mais les cyberincidents géopolitiques visant le Canada sont beaucoup plus fréquents qu'on pourrait le croire. On a parlé récemment de l'ingérence chinoise dans nos élections au Canada, donc il y a encore beaucoup de lumière à faire là-dessus, mais on sent que le Canada est peut-être de plus en plus visé par des grandes puissances à l'international, d'autres acteurs, etc. Donc, ce qu'on essaie de montrer là-dedans, c'est que c'est un phénomène important. Ce n'est pas parce que le Canada est une puissance moyenne qu'il est épargné par ces réalités internationales. Et donc, des réalités internationales qui prennent la forme d'actions malveillantes de toutes sortes, de la part d'acteurs internationaux de toutes sortes aussi, qui recourent aux cyberattaques, manipulation de l'information, cyberespionnage, vol de données, vol de propriété intellectuelle pour atteindre toutes sortes d'objectifs politiques, militaires ou économiques. Notre deuxième objectif, c'est humblement d'aider, si possible, les gens qui s'intéressent à ces questions, au gouvernement, dans les gouvernements, les gens d'affaires, les journalistes, les médias, le public canadien, à mieux s'y retrouver, à mieux distinguer aussi les types de cyberincidents qui touchent le Canada. Et on veut essayer de favoriser, bien humblement encore une fois, parce qu'une petite équipe, je le rappelle, mais on essaie de favoriser le débat public sur les stratégies et les politiques nécessaires pour prévenir les cyberincidents géopolitiques visant le Canada à l'avenir. Donc, dans le rapport, si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez qu'on insiste sur un certain nombre de réalités qui ont fait du Canada un pays vulnérable au cours des derniers mois, vulnérable aux cyberincidents géopolitiques. On parle notamment de campagnes de cyberextorsion de pays comme l'Iran, qui visent le Canada pour toutes sortes de raisons. On pourra en parler aujourd'hui. Les cyberattaques russes contre le gouvernement canadien depuis le début de la guerre en Ukraine. On a vu que c'est dans l'actualité depuis quelques semaines, d'autant plus depuis quelques semaines. Et on aborde aussi des questions là-dedans comme les campagnes de manipulation de l'information de la Chine qui visent des entreprises canadiennes, américaines aussi, dans des secteurs névralgiques comme l'exploitation des minéraux critiques ou la production des semi-conducteurs. J'y reviendrai tantôt, je vais aborder ça plus spécifiquement durant la table ronde. On essaie aussi, ça on le fait surtout dans le répertoire, de répertorier justement les principaux cas concrets de cyberincidents géopolitiques qui ont touché le Canada au cours des dernières années. Et on essaie, avec ce travail, de fournir aux Québécois, aux Canadiens, Canadiennes, une base de données qui peut être utile, pensons-nous, pour prévoir le type de cyberincident qui pourrait survenir à l'avenir. Donc, si vous consultez le répertoire, vous verrez qu'il est possible de connaître les années et les cibles de cyberincidents majeurs ayant touché le Canada, secteur public, secteur privé, etc., les types de cyberincidents géopolitiques ayant touché le Canada, campagne de cyberespionnage, manipulation de l'information, etc., l'origine aussi de ces attaques. Ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. On n'a pas toujours l'information. C'est pas toujours simple d'attribuer la responsabilité des cyberattaques à l'international. On va en reparler aujourd'hui, mais ce que l'on sait à l'aide des données publiques que l'on consulte, c'est que les usual suspects à l'international sont souvent la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. Je ne vous apprends rien, mais bon, on va en reparler aujourd'hui. On va voir si les choses ont évolué au cours des dernières années. Donc, la liste de cas que vous verrez dans le répertoire est certainement pas exhaustive. Il y a une limite au travail qu'on peut faire. On travaille surtout avec les données publiques. On fait un travail de veille, des revues de presse et tout ça, et on essaie de colliger un certain nombre d'informations. D'ailleurs, je vous remercie d'être là aujourd'hui parce que ça prouve que ça vous intéresse, que vous suivez ça aussi. Et si jamais, en consultant le répertoire, vous avez l'impression qu'il manque des choses, qu'il y a des cyberincidents qu'on n'a pas répertoriés, qu'on devrait ajouter à ça, il y a une méthodologie aussi qui peut expliquer pourquoi parfois on inclut ou pas certains cyberincidents qui auraient pu attirer votre attention. Mais donc, regardez ça et si vous pensez qu'on doit ajouter des choses, qu'on devrait ajouter des choses, bien, ça nous fera plaisir de prendre ça en considération. Donc, vous pourrez nous le dire ici durant la période de questions et de réponses ou n'hésitez pas à nous écrire un courriel, nous contacter par la suite si vous avez l'impression qu'on devrait ajouter un certain nombre de choses dans le répertoire. Donc, on va parler aujourd'hui de ce rapport 2023 sur les cyberincidents géopolitiques au Canada. Et j'ai réuni en fait les co-auteurs du rapport qui ont été des étudiants de la chaire Raoul Dandurand, qui sont encore étudiants à la chaire Raoul Dandurand, et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler à l'OCM. Comme vous le savez, une des missions de la chaire Raoul Dandurand, c'est la formation de la relève, si je peux m'exprimer ainsi, de donner l'occasion à des jeunes chercheurs à la maîtrise, au doctorat, de participer aux travaux de recherche, de mettre la main à la pâte
et de travailler de façon collégiale sur des projets comme ceux-là. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Alexis Rapin, à ma droite, est chercheur en résidence à l'OCM. Il travaille notamment sur les transformations de la conflictualité, question de cyberdéfense et l'essor des stratégies de désinformation, tout particulièrement. Il a contribué à plusieurs ouvrages collectifs en français et en anglais portant sur les conflits armés et la cybersécurité. On a publié ensemble un chapitre sur la gestion américaine de la cyberconflictualité. Ça a été publié en France et en version anglaise chez Wiley, si jamais ça vous intéresse. Et depuis, au cours de l'année 2023, Alexis a été invité à témoigner sur les enjeux relatifs à la cyberdéfense du Canada devant le comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes. Ça a été une expérience intéressante, je pense. Il pourra peut-être vous en glisser quelques mots. Merci d'être là, Alexis. Danny Gagné, à droite d'Alexis, est candidat au doctorat en sciences politiques à l'UQAM. Il travaille avec le professeur Charles-Philippe David. Il est chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels depuis quelques années maintenant. Ses recherches portent sur la stratégie américaine de guerre par drone de combat et ses travaux à l'OCM ont porté spécifiquement sur les manipulations de l'information à des fins géopolitiques. Il s'est penché sur le cas russe notamment et il a publié les résultats de ses observations à plusieurs reprises dans une série de publications qu'on appelle les Chroniques des nouvelles conflictualités, des chroniques qui sont publiées par la chaire Raoul Dandurand, aux 2 semaines environ. Et finalement, last but not the least, Fanny Tan est chercheure en résidence à l'OCM également. Elle est étudiante en sciences politiques à l'UQAM. Elle détient un baccalauréat en médias numériques à l'UQAM et un certificat en design de jeux vidéo à l'UQAT. Fanny écrit régulièrement sur les enjeux sociaux des nouvelles technologies dans les médias, en tant que journaliste indépendante. Elle est collaboratrice techno à l'émission Moteur de recherche sur Ici Première et membre des collectifs de protection de la vie privée, Crypto.Québec et le Lab 2038. Donc voilà, je vais reprendre mon souffle. Alexis, Danny, Fanny, merci beaucoup d'être là. Merci à vous aussi d'être là. Donc pour ce qui est du format, je vais lancer quelques questions aux chercheurs qui vont présenter les grandes lignes et les principales conclusions du rapport 2023 en se concentrant sur les choses sur lesquelles ils et elles ont écrit, les choses qui ont retenu leur attention. Et ensuite, on va lancer la discussion. Il y aura une période de questions. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Et on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par une question que je poserai à Danny. Danny, donc, qui a participé à la rédaction du rapport précédent, de l'édition 2022 du rapport. Et je veux simplement vous dire que, au fond, là, c'est l'état des lieux 2023. On le publie en 2023, mais évidemment, les événements dont on parle datent surtout de l'année précédente, l'année 2022, alors que le rapport 2022 portait surtout sur les développements de l'année 2021. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procède. Et ça se peut donc qu'il y ait des éléments qui se sont produits en 2023 qui ne sont pas inclus dans le rapport, mais on va en parler dans l'édition 2024. Donc, un peu de techniques, de technicalités qui sont peut-être plus ou moins importantes à ce moment-ci. Mais je voulais simplement dire que Danny a participé à la rédaction de l'édition précédente du rapport. Et j'ai envie de te demander, Danny, puisque tu étais là l'an dernier, si tu compares le rapport précédent à celui-là, quelles sont les continuités et les ruptures en ce qui a trait aux cibles des cyberincidents géopolitiques visant le Canada et les types d'attaques? Est-ce qu'on est dans les mêmes tendances que l'an passé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Donc, j'aimerais te lancer là-dessus. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Comme on en a parlé, le rapport l'année dernière, on avait fait vraiment un portrait d'ensemble. Donc, on avait fait un peu la compilation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? En fait, si vous regardez la base de données, on commence en 2010. Donc, on a décidé de faire une espèce de rétrospective et de faire l'espèce de moyenne totale, si vous voulez. Donc, à date, on est rendu à 97 cas, si je ne m'abuse, Alexis. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'on a vu l'année passée, par rapport à cette rétrospective-là de plus de 10 ans, qu'est-ce qui a changé avec 2022? D'abord, l'année 2022, il faut le dire, c'est une année record. Ça veut dire quoi, une année record? Quand on commence à compiler nos cas, justement, en 2010, on a peut-être 3, 4, 5 cas par année. C'est logique aussi avec le développement des technologies de l'information, bien sûr. On a une accélération qui se produit, c'est-à-dire que peut-être depuis 2017, là, sans dire n'importe quoi, peut-être une moyenne d'à peu près une dizaine de cas par année. L'année dernière, on était à 14 cas.
Donc, c'est notre année la plus mouvementée. Et bon, je n'utiliserai pas quand même trop la boule de cristal, mais j'ai l'impression qu'on est parti pour encore une bonne année. Peut-être que mes collègues sont d'accord ou pas avec moi. Oui, un bon millésime, comme le dit Alexis. Donc, bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? 14 cas, comment ça se détaille tout ça? Ce qu'on remarquait de 2010 à 2021, c'était le secteur privé qui était le plus visé. C'est toujours la même chose pour l'année 2022. Donc, ça s'inscrit dans la continuité. Donc, dans les 14 cas qui ont été répertoriés, il y a la moitié des cas qui visent le secteur privé. Il y a 3 domaines en particulier qui sont visés, des domaines qu'on pourrait appeler le secteur stratégique, si on veut. Donc, ça peut être technologique, énergétique, tout ce qui est question de minerais stratégiques aussi. Donc, des domaines dans lesquels le Canada est de plus en plus impliqué, si je peux utiliser ce mot-là. Donc, ce qu'on remarque dans les attaques les plus importantes de l'année dernière, on remarque que la Corée du Nord, par exemple, s'est intéressée au secteur énergétique canadien. La Chine s'est intéressée au secteur minier canadien, donc je vais bien sûr laisser des punchs à mes collègues, mais la Chine est un pays qui est très impliqué dans toute la question des terres rares, donc qui contrôle la majorité de la production mondiale. Le Canada est dans cette industrie-là, donc la Chine s'intéresse bien sûr au Canada. Et le domaine de l'aérospatial, donc le Canada est à l'avant-scène aussi dans ce domaine-là. Donc, on a regardé des compagnies l'année dernière, CMC Électronique, Top Aces, des compagnies canadiennes qui ont été visées. Donc, vraiment, encore une fois, le secteur privé qui remporte, peut-être on peut dire malheureusement, la première place. Il y a quand même aussi une accélération du côté public. Donc, bien sûr, 14 incidents, on ne peut pas faire sans. Le secteur public, il a goûté un peu plus à cette médecine. Donc, qu'est-ce qu'on... Et puis, quand je parle de secteur public, plus spécifiquement, si on regarde les institutions politiques canadiennes, je crois que c'est quelque chose qui est très important de souligner parce que, bon, encore une fois, sans faire de la boule de cristal, on le voit aussi dans les derniers mois que les institutions politiques canadiennes sont la cible de cyberincidents. Donc, l'année dernière, c'est quand même significatif. On a plusieurs attaques contre les institutions politiques canadiennes. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui est le plus important? Bon, on a l'incident chez Affaires mondiales Canada. Pour l'instant, on manque peut-être encore assez de données pour de l'attribution, pour mettre ça tout au clair, mais il y a vraiment une attaque contre tout le côté diplomatique canadien. On s'est attaqué au Parlement canadien aussi. Et comme il est maintenant la coutume, les Forces armées canadiennes de l'étranger ont été la cible de campagnes de désinformation. Donc, à peu près depuis 2017, si je ne m'abuse, il y a une campagne de désinformation contre les troupes canadiennes déployées dans des contingents de l'OTAN en Europe. À chaque année, ils ont leur petite campagne de désinformation contre eux. Donc, ça se poursuit pour l'année 2022. Donc, c'est ce qui est le portrait global de ce qui s'est passé. Maintenant, à quel type de cyberattaque, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? Donc, bien sûr, je ne ferai pas tout le détail des types de cyberattaques. Vous pouvez trouver ça dans notre répertoire. Qu'est-ce qui est pris en considération quand nous, on fait nos recherches? Donc, encore et toujours, c'est le cyberespionnage qui domine le paysage stratégique dans le cas canadien. Donc, quand on faisait notre rétrospective de 2010 à 2021, on avait à peu près 60% des cas qui étaient du cyberespionnage. Et puis, encore pour l'année 2022, c'est encore le secteur qui est le plus visé. Dans ce cas-là, on parle de 40% des cyberincidents qui ont été répertoriés, qui sont des cas de cyberespionnage. Donc, il y a encore une fois, on s'inscrit dans la continuité de ce côté-là.
Merci, Danny. Je montrais, Danny faisait référence à la typologie des cyberincidents, aux définitions que l'on donne à ça. Je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, je pense que c'est un peu petit, mais à la page 23 du rapport, vous aurez la liste des cyberincidents qui est au cœur de notre cueillette de données. Donc, les campagnes de cyberespionnage, même moi, j'ai de la difficulté à lire en ce moment. C'est trop petit, mais... et même avec mes lunettes, je ne suis pas capable de voir. Donc, mais bon, vous pourrez voir la liste si jamais ça vous intéresse de la consulter. Elle est disponible aussi sur le répertoire. Et dans le rapport, Danny, on parle des acteurs qui s'en prennent au Canada. Est-ce que tu peux nous brosser un portrait de ça? Quels sont les acteurs étatiques ou non qui visent le Canada? Et est-ce qu'il y a des continuités ou des changements par rapport à l'année passée? Oui, pour l'année 2022, si on compare avec ce qui s'est fait avant, on est encore dans la continuité. Il y a 4 pays qui dominent vraiment, qui sont à l'avant-plan. Donc, on parle de la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Ce sont principalement ces pays-là qui vont s'attaquer au Canada. Bien sûr, si vous allez fouiller dans le rapport, vous allez pouvoir voir d'autres joueurs moins importants qui tentent leur chance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada? Bon, si on regarde l'année dernière, les groupes qui ont été les pays qui ont été le plus actifs, comme je vous disais, c'est pas mal toujours les mêmes pays. Sauf que le podium, on a un peu changé de place sur le podium. Donc, on a souvent la Chine qui arrive en tête de peloton. L'année dernière, on a 5 cyberattaques qui ont été attribuées à la Russie, 3 pour la Chine et 3 pour l'Iran. Donc, si on regarde ces 3 pays-là qui se partagent le podium, ce qui est intéressant de noter, cependant, c'est vraiment par rapport au cas de l'Iran. Pourquoi? Parce que dans la rétrospective 2010-2021 qu'on avait dressée sur le rapport de l'année précédente, dans toute cette période-là, on avait 8 cas qui étaient attribués à l'Iran. On en a 3 l'année dernière. Donc, il y a clairement une accélération de l'activité iranienne. Donc, c'est vraiment l'espèce de challenger à observer pour les années à venir. Et c'est d'observer un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, on sait qu'ils se sont intéressés au secteur énergétique canadien. Bien sûr, avec ce qui s'est passé en Iran, avec les manifestations en Iran, on peut s'attendre peut-être plus à de la chasse un peu aux dissidents, donc de l'espionnage peut-être pour retrouver des personnes qui auraient fui le pays. Donc, c'est important de garder à l'œil l'Iran pour les années à venir. Ensuite, quels sont les groupes qui ont été le plus actifs? Parce que, bon, bien sûr, ce n'est pas qu'une question d'État. Il y a des groupes aussi qui sont peut-être des proxys, qui sont à la solde d'État ou qui sont intéressés à nuire à des pays, mais on ne peut pas nécessairement savoir s'ils travaillent exactement pour ce pays-là. L'attribution est parfois un processus complexe. Mais bon, qu'est-ce qu'on retrouve pour l'année 2022, ce qui est quand même intéressant de noter? On a toujours le groupe Lazarus. Le groupe Lazarus est un groupe nord-coréen qui existe depuis belle lurette. Donc, il est encore présent, il a participé, il y a eu de l'ingérence, il y a eu de l'espionnage des installations canadiennes, tout ce qui est électrique. Donc, le groupe Lazarus, fidèle au poste, était toujours là l'année dernière. On a des nouveaux joueurs, du moins des joueurs qui s'intéressent au Canada peut-être plus récemment. On a un groupe russophone qui s'appelle Logbit, qui a été fondé en 2019, donc qui vient de faire son entrée dans le jeu. On a le groupe Dragon Bridge. Le groupe Dragon Bridge, donc c'est un groupe chinois. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque? Ce groupe-là, bon, c'est le groupe qui s'est intéressé à tout ce qui est production de terres rares canadiennes, mais c'est un groupe qui est versatile, c'est-à-dire qu'on a regardé qu'est-ce que Dragon Bridge faisait par le passé à l'international. Et ce qu'on remarque, par exemple, c'est qu'il a été présent pour faire des campagnes de désinformation dans les élections américaines de mi-mandat, en 2022 aussi. Donc, on observe un peu le groupe, comment il agit. Donc, bien sûr, avec les questions d'ingérence chinoise, c'est des choses à surveiller.
Et on a un groupe russe qui s'appelle Sandworm, qui est un groupe qui a été fondé, si je ne m'abuse, en 2000. Alexis, tu peux peut-être me confirmer, c'est toi le spécialiste des... Oui, repéré à peu près pour la première fois en 2000. Et l'année dernière, c'était la première fois qu'il s'attaquait au Canada. Donc, encore une fois, puis Alexis va s'étendre un peu plus sur le sujet, l'impact de la Russie, l'impact de la guerre en Ukraine, est-ce que ça attire des nouveaux joueurs? Comment on peut observer ça? Donc, pour ce qui est de l'année 2022, c'est le portrait. Donc, encore une fois, les pays ont s'inscrit dans la continuité, peut-être des nouveaux joueurs au niveau des groupes qui s'intéressent au Canada, mais on est encore dans la continuité. Merci beaucoup, Danny. Tu parlais de la rétrospective que l'on fait dans ce rapport et j'ai envie de lancer Alexis là-dessus. Donc, au début du rapport, on propose une rétrospective. On revient un petit peu sur ce qu'on avait dit dans le rapport de l'an dernier. Et c'est une rétrospective qui veut montrer que les tendances qu'on identifiait il y a un an ont, semble-t-il, continué à se concrétiser au fil de l'année 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alexis, en quelques mots, quelles étaient ces tendances qu'on avait observées l'année passée et pourquoi on a décidé de les remettre en évidence cette année? Oui, avec plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour commencer. Oui, alors dans le précédent rapport, donc, qui est sorti il y a un an et qui parlait de l'année 2021, essentiellement, on mettait en évidence trois tendances en fait, qui nous semblaient à surveiller de près en 2022. Donc on faisait un peu plus de la prospective, si on veut. Or, justement, au fil de l'année 2022, on a vu qu'un certain nombre de cyberincidents sont venus malheureusement confirmer un peu nos prédictions, si on veut. On a vu que ces trois tendances se sont concrétisées au Canada. Et on concrétisait aussi, enfin, nous ont permis de voir qu'il y a tout un ensemble de défis qui se posent pour le Canada du fait de ces trois tendances. Donc, on a voulu les rappeler dans le rapport de cette année. La première tendance qu'on identifiait, c'est les efforts grandissants de cyberespionnage qui sont déployés par des puissances étrangères pour surveiller des activistes, des ONG ou des dissidents sur le sol canadien. On sait que le Canada abrite d'importantes diasporas. On sait qu'il y a beaucoup de militants pour les droits humains qui fuient leur pays et qui viennent se réfugier au Canada. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de campagnes de piratage étatique qui sont menées pour épier et intimider ces communautés en sol canadien. Donc, par le passé, on avait déjà observé, en fait, des campagnes de cyberespionnage chinoises, notamment contre des activistes ouïghours ou tibétains au Canada. On a vu des cas aussi de dissidents saoudiens qui étaient visés en sol canadien. Et on a vu en 2022 qu'il y a au moins 2 cas qui sont venus s'ajouter à cette liste. Le premier, c'est le piratage d'Amnesty Canada par la Chine en décembre dernier, dont on soupçonne en fait que la Chine, en tout cas un groupe de pirates affiliés à l'État chinois, cherchait probablement à épier les contacts en fait, d'Amnesty Canada pour voir par exemple quels membres de la diaspora collaborent avec la société civile canadienne pour dénoncer les violations des droits humains en Chine, etc. Et un autre cas qu'on a vu, c'est une campagne de cybersurveillance et d'intimidation qui a été menée par l'État iranien depuis novembre 2022, qui se poursuit probablement, mais qu'on a repéré, enfin qui a été publicisée en novembre 2022, contre les activistes de la diaspora en sol canadien. On sait qu'il y a un gros mouvement social de protestation en Iran depuis quelques mois maintenant. On a vu que des gens se mobilisent au Canada en soutien à ce mouvement, à Toronto, à Montréal, etc. Or, en novembre dernier, le SCRS a révélé que voilà, le régime iranien employait différents moyens, y compris des moyens cyber apparemment, pour mener une espèce de répression à distance contre les activistes basés au Canada. La deuxième grande tendance qu'on mettait en évidence l'année dernière, c'est évidemment la prolifération des rançongiciels, les ransomwares. Mais aussi, ce sur quoi nous on insistait, c'est en fait le potentiel d'instrumentalisation des rançongiciels par les États à des fins géopolitiques. On sait que les rançongiciels, a priori, c'est plutôt un outil employé par les cybercriminels. C'est une méthode d'extorsion en fait à des fins d'enrichissement. Mais ce qu'on commence à voir à travers le monde et au Canada, c'est que les rançongiciels peuvent aussi être des outils de géopolitique, si on veut. Et ce qu'on a vu en septembre dernier, par exemple, c'est qu'on a appris l'existence d'une campagne d'attaque par rançongiciel qui aurait été mandatée par l'État iranien. Des hackers mandatés par l'État iranien auraient tenté de rançonner différentes entités aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.
Et on soupçonne que le but de la manœuvre, en fait, était d'utiliser l'apparence de criminalité que présentent les rançongiciels pour, en fait, opérer du vol de données stratégiques, peut-être contre des entités du secteur de la défense ou du secteur de l'énergie ou de l'aérospatiale, par exemple. On ne sait pas quelles entités exactement ont été visées, mais on peut soupçonner que c'était des organisations qui avaient une valeur stratégique. Donc l'idée, c'est qu'on voilà, on pirate ces entités, on demande une rançon, mais le but premier est en vérité de mettre la main sur de la donnée à valeur stratégique, et on camoufle ça sous les apparences d'un acte criminel, peut-être pour éviter d'attirer l'attention, pour éviter qu'une enquête soit déclenchée, ou éviter d'avoir le renseignement canadien sur le dos, etc. etc. Donc c'est un autre phénomène qu'on mettait de l'avant, et qui, hélas, se concrétise lui aussi, c'est cette espèce d'instrumentalisation des rançongiciels à des fins géopolitiques. Et la troisième, je termine rapidement là-dessus, la troisième tendance qu'on identifiait il y a un an, c'était l'essor de l'industrie des cybermercenaires, donc l'essor d'un marché transnational du piratage, nourri par toute une galaxie de firmes obscures, de groupes semi-criminels qui, grosso modo, marchandent leur talent de hackers au plus offrant, et ce qui inclut parfois des États. Or, on commence à avoir des premiers cas qui touchent le Canada, des premiers cas de ce phénomène. Et on en a observé au moins un récemment, c'est la fameuse affaire Team Yorgay, pour celles et ceux qui en ont entendu parler dernièrement, qui est donc une mystérieuse entreprise de hackers israéliens qui a été exposée par un consortium de journalistes d'investigation en février dernier. Et ce qu'on a appris, c'est que Team Yorgay pratique notamment des campagnes d'influence électorale, en Afrique, en Amérique latine surtout. Mais au détour de certaines sources, on a pu voir également que l'entreprise aide aussi ses clients à épier ou à influencer des négociations commerciales dans différents pays. Et d'après le journal britannique The Guardian, il y a au moins une de ces opérations qui aurait touché le Canada. On ne sait pas quand, ni comment, ni exactement pourquoi, mais il y aurait au moins un cas qui se serait déployé au Canada. Donc c'est la troisième tendance qu'on identifiait l'année passée et qu'on voit se concrétiser progressivement. Merci beaucoup, Alexis. Et on peut pas faire l'économie de ça. On doit absolument parler de ce cas-là. Le cas du conflit en Ukraine, un conflit qui dure depuis plus d'1 an maintenant. Et il y a eu beaucoup de craintes au Canada que le Canada, puisqu'il participe au soutien de l'Ukraine dans le dossier, devienne la cible de la Russie, de campagnes cyber de la part de la Russie. Cyberattaques, peut-être des campagnes de manipulation de l'information visant à discréditer le Canada et son rôle en Ukraine. Un peu plus d'1 an après le début, en fait, de ce conflit, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Est-ce que cette crainte-là était exagérée? Est-ce qu'on doit se méfier de la Russie à ce moment-ci? Puis je sais que c'est dans l'actualité en ce moment, je sais qu'on en a discuté de ça, mais quel bilan fais-tu de ces cyberattaques contre le Canada qui sont liées à ce conflit en Ukraine? Alors, je pourrais difficilement dire que les craintes ne se sont pas concrétisées, puisqu'on a vu il y a une quinzaine de jours à peine qu'il y a une vingtaine, il y a un groupe de hackers, de hacktivistes pro-russes qui ont mené une petite vague de cyberattaques contre une vingtaine de sites web canadiens, notamment le site web du Premier ministre, le site web d'Hydro-Québec, un peu plus proche de nous. Donc on voit qu'il y a des événements de ce genre. Ceci étant dit, ça c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, si on veut, puisque ce qu'on montre dans le rapport, en fait, c'est qu'il y a eu plusieurs autres cyberincidents, peut-être un petit peu plus discrets, mais peut-être plus significatifs aussi, qui ont touché le Canada en 2022 et qui semblaient quand même avoir un lien assez direct avec le conflit en Ukraine. En janvier 2022 notamment, Dany l'évoquait tantôt, il y a donc en janvier, juste avant l'invasion russe l'année dernière, on a vu qu'Affaires mondiales Canada a subi une cyberattaque assez importante, et il y a de très très bonnes raisons de penser que c'est la Russie qui était derrière. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, était en visite à Kiev exactement au même moment. Il y a différents cyberincidents du même genre qui ont touché d'autres diplomaties des pays de l'OTAN exactement à la même période. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui convergent pour dire que le piratage d'affaires mondiales était vraisemblablement une opération de cyberespionnage russe, probablement pour épier comment le Canada en fait se préparait face à la perspective d'une invasion de l'Ukraine. On a aussi pu observer, Dany l'évoquait aussi, une campagne informationnelle en ligne de la part de la Russie aux alentours d'avril 2022, qui a cherché à disséminer en fait toutes sortes de contenus fallacieux sur les plateformes, notamment de réseaux sociaux,
à travers, par exemple, des faux articles en ligne qui imitaient la facture visuelle de grands médias occidentaux. Donc, on essayait de se faire passer pour des grands médias alors que c'était des sites bidons, si on veut. Pour affirmer, en gros, que, par exemple, des troupes canadiennes combattaient secrètement dans le Donbass, qu'elles commettaient des crimes de guerre, voire qu'elles encourageaient les soldats ukrainiens à en commettre, etc. Et à nouveau, le timing n'est pas tout à fait une coïncidence. Avril 2022, c'est le moment où on a découvert l'existence du massacre de Boutcha. Donc tout indique que la Russie cherchait probablement à propager ces fausses nouvelles pour détourner l'attention du massacre de Boutcha, pour aussi peut-être véhiculer l'idée qu'en fait c'est les Occidentaux qui commettent des crimes de guerre, que c'est la Russie qui est victime de diffamation en somme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le public canadien qui était particulièrement visé, ce n'était pas l'audience cible si on veut, mais on cherchait en gros à dénigrer le Canada pour faire passer un message à d'autres publics, probablement un petit peu plus proches de la Russie ou des opinions défendues par la Russie. Un autre cas qu'on pourrait citer, que Danny évoquait aussi, c'est un cyberincident qui est survenu au Parlement canadien en octobre dernier, qui reste un petit peu entouré de mystères jusqu'ici. Les autorités fédérales n'ont pas été extrêmement communicative à ce sujet, mais on sait que c'était vraisemblablement une cyberattaque. En tout cas, du jour au lendemain, on a subitement demandé aux parlementaires de changer leur mot de passe aussi vite que possible. Ça, généralement, quand ça se produit, c'est pas parce que quelqu'un a renversé son café sur son ordinateur, c'est parce qu'il y a des accès qui ont été compromis. Or, à nouveau, coïncidence, à la même période, la Chambre des communes étudiait différents rapports en fait officiels sur enfin confidentiels, mais des différents rapports gouvernementaux sur les stocks de matériel des forces canadiennes, en fait pour évaluer qu'est-ce qui pourrait être donné à l'Ukraine peut-être comme matériel à court ou à moyen terme. Donc tout ça pour dire que c'est pas farfelu de se dire que la Russie fait partie de la liste des suspects potentiels là-dessus. Donc oui, on voit que le conflit en Ukraine a à plusieurs égards débordé sur le Canada via le cyberespace. Il y a des entités gouvernementales qui ont été touchées. On voit avec les sites web piratés récemment que le secteur privé a eu sa part aussi. Mais ce que je dirais peut-être, et je terminerai là-dessus, c'est que finalement ce qu'on souligne dans le rapport, c'est qu'en termes comparatifs, le Canada est loin d'être le pays le plus touché en fait, par les cyberattaques qui sont liées au conflit en Ukraine. D'après les données de Microsoft, on est, je crois, 12e sur la liste des pays les plus visés par les hackers russes depuis février 2022. Et ce qu'on voit en fait, c'est que des pays comme la Pologne, le Royaume-Uni, les États baltes aussi, et surtout les États-Unis, sont beaucoup plus ciblés, probablement du fait aussi qu'ils sont beaucoup plus impliqués dans l'aide militaire à l'Ukraine. Donc en résumé, effectivement, le Canada n'est pas totalement épargné par la cyberconflictualité qui découle du conflit en Ukraine. On voit qu'il y a des cas qui parfois sont quand même significatifs, mais globalement, on ne semble pas faire figure de cible prioritaire pour le moment, en tout cas. Merci beaucoup. Et donc, Alexis a parlé un petit peu du rôle de la Russie dans le cyberespace. Moi, pour ce qui est de l'édition 2023 du rapport, je me suis intéressé à la compétition géoéconomique entre les États-Unis et la Chine, mais à la place du Canada là-dedans aussi. Donc, la compétition géoéconomique entre les deux grands déborde aussi dans le cyberespace. Et ce qu'on constate cette année, je me demande si ce sera une tendance pour la suite des choses, c'est que le Canada est devenu la cible, en fait. Les entreprises canadiennes sont devenues la cible de la Chine dans certains secteurs névralgiques pour la suite des choses. Danny parlait des minéraux critiques et des terres rares tout à l'heure. J'en parle dans cette section-là, et notamment du secteur des semi-conducteurs. Pourquoi minéraux critiques, terres rares et semi-conducteurs? Bien, vous l'avez vu, la pandémie de COVID-19 a fait réaliser à Ottawa, à Washington et aux alliés que les démocraties occidentales sont extrêmement dépendantes de la Chine et de l'Asie de l'Est dans ces secteurs-là. Donc, on donne des chiffres dans le rapport en rappelant notamment que sur la question des terres rares, les terres rares, vous savez ce que c'est, les minéraux critiques, vous savez ce que c'est. Je fais référence au lithium, au cobalt, au cuivre, au dysprosium, au néodyme, au lantane et autres, qui sont extrêmement utiles parce qu'on les utilise pour produire toutes sortes d'objets que l'on consomme aujourd'hui. Donc, des systèmes d'armement, notamment des systèmes de guidage de missiles haute précision. Mais ils sont essentiels aussi, les minéraux critiques et les terres rares, à la révolution verte. Pourquoi? Parce qu'on les emploie pour produire les aimants que l'on retrouve dans les véhicules électriques, dans les éoliennes. On les utilise aussi pour fabriquer les panneaux solaires. Donc, Biden a de grandes ambitions.
Joe Biden a de grandes ambitions sur le plan de la révolution verte et Justin Trudeau également. Mais pour réaliser cette révolution verte, il faudra éviter la dislocation des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et en terres rares pour la suite des choses. Et on a vu que durant la pandémie de COVID-19, des événements comme ceux-là peuvent engendrer des dislocations importantes de ces chaînes d'approvisionnement. Donc, j'en reviens aux terres rares. Il y a une étude du National Interest qui est extrêmement intéressante et qui rappelle que la Chine détient 36 % des réserves connues de terres rares à l'échelle internationale. En passant, les terres rares, elles ne sont pas rares, mais il faut les exploiter. C'est ça qui est compliqué. Et la Chine est un chef de file dans ce domaine parce qu'elle n'est pas obligée de respecter les mêmes contraintes environnementales, droits des travailleurs et tout ça que ce que l'on peut faire dans nos pays, ici au Canada et aux États-Unis. Donc, elle détient 36 % des réserves connues de terres rares à l'échelle internationale. Elle contrôle 70 % de la capacité d'extraction mondiale et 90 % de la capacité de traitement. Et pour ce qui est des semi-conducteurs, je vous invite à lire un livre extrêmement intéressant sur ce sujet. Je pense que Vincent Boucher le connaît. C'est un ouvrage de Chris Miller, un professeur américain qui a publié ce livre qui s'appelle Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology. Donc, c'est un livre extrêmement intéressant qui rappelle cette compétition technologique entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Asie de l'Est. Pourquoi? Les semi-conducteurs, vous savez ce que c'est? Les puces, micro-puces électroniques qu'on retrouve dans à peu près tous les objets que vous avez entre les mains en ce moment, et notamment les iPhones, les appareils les ordinateurs, mais aussi les systèmes d'armement. Donc, ça devient une question de sécurité nationale parce qu'il y a certaines puces et micro-puces hautement sophistiquées que l'on doit utiliser pour créer les systèmes d'armement, fabriquer les systèmes d'armement de demain. Et pour ce qui est des semi-conducteurs, ce que Chris Miller explique dans son livre, fort intéressant, c'est que la Chine compte actuellement pour 15 % de la production mondiale des puces et micro-puces que l'on utilise dans le monde. Ce n'est pas énorme, mais elle investit considérablement en recherche et développement pour devenir un chef de file dans ce domaine. Et vous l'avez vu, Joe Biden a essayé de limiter l'accès de la Chine à l'expertise, à la recherche dans ce domaine pour essayer de ralentir, donc grâce à des sanctions économiques, des barrières économiques pour ralentir la course, en fait, la vitesse de la Chine, la vitesse du développement de la Chine dans ce secteur-là. Et l'autre chose qu'il faut mentionner à propos des semi-conducteurs, on en entend beaucoup parler dans l'actualité en ce moment, c'est Taïwan. Il y a eu des exercices militaires chinois autour de l'île de Taïwan récemment. Pourquoi? Parce qu'on le sait, c'est l'île voisine que Pékin considère comme sienne. Elle ne reconnaît pas la souveraineté de Taïwan. Mais la mauvaise nouvelle pour ce qui est des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs hautement sophistiquées cette fois-ci, les meilleures puces et micro-puces qui se retrouvent dans les iPhones, la mauvaise nouvelle pour nous au Canada et aux États-Unis, c'est que 90 % de la production se fait en Chine par une entreprise qui s'appelle TSMC. Les États-Unis essaient d'attirer TSMC en sol américain pour éviter que la production soit trop concentrée à un seul endroit. Mais Taïwan, vous le savez, on parle du risque d'une intervention militaire chinoise à Taïwan. Quel effet cela aurait-il sur les approvisionnements en semi-conducteurs hautement sophistiqués? Poser la question, c'est y répondre. Donc, je travaille sur ça dans le rapport. Et la question que je me pose, c'est, sachant qu'il y a cette compétition entre les États-Unis, le Canada et la Chine dans ces domaines-là, vous avez vu la rencontre de Joe Biden et Justin Trudeau en mars dernier. Lisez la déclaration conjointe qui a suivi la visite. Vous verrez des mots-clés, dont ceux-là. Minéraux critiques, semi-conducteurs. On veut collaborer, Canada et États-Unis, pour rapatrier une partie de la production, de l'exploitation des minéraux critiques, production des semi-conducteurs en sol nord-américain. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il y a eu des annonces déjà. Le Pentagone, pour des raisons de sécurité nationale, veut investir des fonds pour soutenir des projets de développement de minéraux critiques en sol américain, mais en sol canadien aussi. Et dans le secteur des semi-conducteurs, vous l'avez vu, ça concerne le Québec. Biden et Trudeau ont annoncé des investissements d'IBM et du Canada dans l'usine de Bromont pour créer un corridor transfrontalier de tests et d'emballage des semi-conducteurs. Donc, ce qu'on dit dans le rapport, c'est qu'il n'y a pas encore une tonne de cyberattaques chinoises visant les intérêts canadiens dans ce domaine-là, mais il y a au moins un exemple que l'on mentionne, et c'est l'exemple que vous voyez ici à l'écran, l'exemple de l'entreprise Appia Rare Earths and Uranium Corp.
Donc, ce qu'on dit là-dedans, c'est qu'elle a été dans le collimateur de Pékin en juin 2022. Pourquoi? Parce que l'entreprise torontoise a annoncé à ce moment-là la découverte d'un nouveau gisement de terres rares dans le bassin d'Athabasca au nord de la Saskatchewan. Et dès lors, elle a été la cible, ça c'est selon un rapport de la firme de cybersécurité américaine Mandiant, elle a été la cible tout de suite après ça d'une campagne de manipulation de l'information, de désinformation, la visant spécifiquement. Donc, l'entité dont Dali nous parlait tantôt, l'entité chinoise s'appelle Dragon Bridge. Elle avait mené d'autres campagnes de désinformation avant, donc des campagnes de grande envergure lors des élections de mi-mandat de 2022. Elle a visé aussi d'autres entreprises internationales, dont une entreprise américaine qui s'appelle USA Rare Earth. Et ce que la campagne Dragon Bridge, ce en quoi elle consiste, c'est en la création de milliers de comptes, de faux comptes en fait, sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, et donc des faux comptes à travers lesquels des acteurs très proches du Parti communiste chinois, finalement, déversent toutes sortes d'informations frauduleuses qui ne résistent pas à l'épreuve des faits sur les activités de ces compagnies-là, en disant qu'elles ont un effet extrêmement néfaste sur l'environnement, qu'elles ne respectent pas leurs travailleurs, le droit des travailleurs et tout ça. Donc, on insiste sur ce cas-là. Et moi, je serais très intéressé, puisque je m'intéresse beaucoup à la relation entre les États-Unis et le Canada dans les secteurs que j'ai mentionnés, je serais très intéressé de voir si le Canada deviendra davantage la cible de la Chine dans ces secteurs-là à l'avenir, sachant aussi qu'il y a eu un rapprochement évident entre le gouvernement de Justin Trudeau et le gouvernement de Joe Biden tout récemment sur l'attitude que Ottawa et Washington doivent adopter à l'égard de la Chine. Vous pouvez lire à ce propos la stratégie Indo-Pacifique qui a été dévoilée par le gouvernement Trudeau et Mélanie Joly il y a quelques semaines, il y a quelques mois. C'est un document dans lequel on qualifie la Chine de puissance perturbatrice ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait l'exercice pour un cours que je donne sur les enjeux politiques contemporains aux États-Unis, ici à l'UQAM. J'ai fait l'exercice de comparer, en fait, le texte de la stratégie Indo-Pacifique du Canada à certains documents stratégiques du gouvernement américain, notamment la stratégie de sécurité nationale dévoilée par Joe Biden il y a quelques mois. Et c'est frappant de constater à quel point il y a des paragraphes dans les deux documents qui sont à peu près identiques, presque au mot près, à la virgule près. Donc, on a vraiment affaire à un gouvernement en ce moment qui a fait le pari de s'aligner de façon assez claire sur les intérêts et la vision américaine dans la relation exprimée sur la question de la Chine. Et ce qu'on dit dans le rapport, c'est que ce sera un dossier à surveiller parce que ça pourrait évidemment inciter la Chine à avoir un petit peu plus le Canada à l'œil pour la suite des choses. Et le Québec également, dans la mesure où le Québec promet des choses dans le secteur des minéraux critiques notamment. Le gouvernement de François Legault a rendu public, il y a quelques années, son document, en fait, sa stratégie de développement des minéraux critiques. Je cherche le nom dans mon document. C'est le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025. Donc, c'est un document intéressant dans lequel le gouvernement du Québec dit bien, le Québec peut faire partie de la solution pour, en partie en tout cas, pour le rapatriement des chaînes d'approvisionnement dans le secteur des minéraux critiques en sol nord-américain. Donc là, on est directement en compétition avec la Chine qui a de grandes ambitions sur ces questions-là. Donc, cette compétition géoéconomique comporte un versant cyber qui m'intéressera tout particulièrement pour la suite des choses. Et voilà pour ce qui est de la partie sur laquelle j'ai travaillé plus spécifiquement dans le rapport. Et last but not the least, Fanny, je vais vous montrer ce qu'elle a fait. C'est super intéressant. Donc, en conclusion, elle nous propose une section sur la menace grandissante des cyberopérations malveillantes propulsée par l'intelligence artificielle. Fanny, comment l'IA est-elle utilisée pour créer, diffuser de la désinformation, perpétrer des cyberattaques? Donc, qu'est-ce que tu nous expliques dans ce passage-là du document? Bien, je peux commencer avec la désinformation, donc comment l'intelligence artificielle est utilisée pour créer et pour diffuser de la désinformation. Premièrement, la première chose qui m'est venue en tête, c'est vraiment les hyper-trucages qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux récemment. Il s'agit donc d'images, de vidéos ou d'audio qui sont créés par des logiciels, des programmes d'intelligence artificielle. Ce qu'on a vu récemment sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup des hyper-trucages, donc des deepfakes humorisés
humoristique, mais quand même qui mettait en scène beaucoup de personnages politiques dans des situations parfois complètement loufoques. Dans le contexte de la désinformation, ce genre d'images, ce genre de vidéos ou d'audio peuvent renforcer les faux narratifs qui sont diffusés par des acteurs qui veulent diffuser ce genre de narratif-là. Ça va donner une sorte de preuve à l'appui pour ces narratifs. Il y a également les robots conversationnels comme ChatGPT. On a entendu, encore une fois, énormément parler récemment. Et ces robots conversationnels-là peuvent produire des textes de qualité au niveau de la syntaxe, de l'orthographe, produire des textes très rapidement et dans plusieurs langues, ce qui est un avantage pour les agents de désinformation qui veulent toucher un public à l'étranger dont ils ne maîtrisent pas nécessairement la langue. Ça peut aussi produire des textes de différentes longueurs et de différents styles pour imiter, par exemple, des articles qui viennent de sources crédibles. Et donc, l'addition de ces hypertrucages avec les textes qui sont générés par des robots conversationnels, ça vient sophistiquer potentiellement les campagnes de désinformation et donc les rendre plus convaincantes. C'est aussi très facile de contourner les garde-fous qui sont mis à l'intérieur de ces programmes-là. Dans le fond, les développeurs savent qu'il y a un potentiel de désinformation avec leur programme. Donc, il y a des garde-fous qui sont mis en place pour éviter ça, mais c'est très facile de les contourner en, par exemple, se faisant passer pour un personnage. Donc, si je demande à ChatGPT de m'écrire un texte sur l'infériorité naturelle de la femme comparativement à l'homme, il me le pondra pas. Par contre, si je dis « mets-toi dans la peau d'un blogueur qui veut convaincre ses lecteurs que la femme est naturellement inférieure à l'homme », là, il va me le pondre. Donc, extrêmement facile. Il y a d'ailleurs le Center for Countering Digital Hate, qui est un organisme à but non lucratif basé à Londres qui veut lutter contre la désinformation. Et les chercheurs ont utilisé Google Bard, qui est l'équivalent de ChatGPT, et ils ont été capables de générer des contenus haineux et des informations erronées sur une tonne de sujets comme le déni de l'Holocauste, des contenus racistes, des contenus misogynes ou conspirationnistes. Et c'était vraiment des contenus qui étaient extrêmement généreux avec beaucoup de détails. Donc, il y a quand même une crainte que ces robots conversationnels-là soient des moteurs de désinformation. Au-delà de la création de la désinformation en tant que telle, il y a aussi, l'intelligence artificielle peut aussi aider à disséminer ces campagnes-là sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut créer des photographies réalistes de personnes inexistantes, et ça, c'est très bon pour les bots, dans le fond, les comptes automatisés ou semi-automatisés sur les réseaux sociaux, parce qu'en faisant une recherche par image inversée, on ne peut pas trouver que... c'est plus difficile de prouver que c'est un bot, que ce n'est pas une vraie personne qui est derrière le compte. On peut aussi créer avec les robots conversationnels presque instantanément des tonnes de publications variées, et c'est souvent la répétition des tweets, la répétition des publications sur les réseaux sociaux qui étaient des signes révélateurs que c'était des comportements inauthentiques. Et donc là, tout ça, toute cette utilisation de l'intelligence artificielle rend plus difficile la tâche de reconnaître et de démanteler les campagnes de désinformation. Et donc, elles restent plus longtemps et, à mon sens, elles causent des dommages... elles ont le potentiel de causer des dommages cognitifs plus importants. Il y a d'ailleurs le Brookings Institute qui dit que la désinformation peut faire des dégâts en quelques heures ou en quelques minutes. Par exemple, dans le cas de désinformation pendant une journée d'élection qui dirait, par exemple, que les bureaux de vote dans un État américain sont fermés avec images fabriquées de toutes pièces à l'appui. Bien là, si ça prend du temps avant de démanteler cette opération-là, la journée d'élection, ça dure 24 heures. C'est encore moins que 24 heures. Donc, ça peut causer vraiment des dommages concrets dans la vraie vie. Et au-delà de la création et de la dissémination des fausses nouvelles, il y a aussi le fait que la prolifération de ces contenus-là, ça peut aussi amener à une décrédibilisation des informations véridiques parce que les gens finissent par ne plus croire que ce qu'ils voient sur Internet, que ce soit des images, des textes, des vidéos, même s'il s'agit de contenu véridique. Donc, on assiste vraiment à potentiellement à une nouvelle ère de la désinformation qui est appuyée et facilitée par l'intelligence artificielle. Ce sont des outils qui sont accessibles à tous, qui sont gratuits ou à bas prix et qui demandent peu de connaissances techniques. Donc, ça va vraiment baisser les barrières à l'entrée et ça pourrait aussi encourager les États à entrer dans le jeu de la désinformation, des États qui, auparavant, n'avaient pas les moyens ou les ressources pour le faire.
Et on sait que le Canada est ciblé par des campagnes de désinformation d'acteurs étrangers. Par exemple, en avril 2022, il y avait, comme Alexis, je pense que tu l'as mentionné tantôt, une campagne de désinformation pro-russe qui a diffusé des narratifs selon lesquels le Canada a renvoyé des soldats dans la région du Donbass pour se battre avec l'armée ukrainienne et que ceux-ci auraient commis des crimes de guerre sur le terrain. Et cette campagne-là a été accompagnée d'images trafiquées de ces supposés soldats pour vraiment venir encore plus renforcer le narratif fallacieux. Donc, au niveau donc de la désinformation, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un facilitateur et un multiplicateur de force pour ce type de campagne. Donc, il y a aussi, l'intelligence artificielle a aussi pourrait améliorer les capacités de surveillance et de répression des acteurs étatiques envers les activistes au-delà de leurs frontières. Il y a des États comme l'Iran et la Chine qui utilisent déjà des technologies, dont des technologies d'intelligence artificielle, pour contrôler leur population. On appelle ça l'autoritarisme. Oui, l'autoritarisme numérique. Par exemple, il y a des technologies de reconnaissance faciale qui sont utilisées en Iran pour contrôler, pour voir comment les femmes portent leur voile dans la rue et pour voir si elles se conforment aux règles très strictes qui sont en place. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle dans l'intensification de la répression transnationale. La répression transnationale qui est tout effort visant à prévenir les actes de dissidence politique contre un État autoritaire en ciblant des membres de ces communautés, des migrants ou de la diaspora. Donc, comme Alexis le mentionnait tantôt, en novembre, le Service canadien de renseignement de sécurité a ouvert une enquête sur différentes menaces adressées à des activistes iraniens établis au Canada. On parle vraiment de surveillance, d'intimidation et de cyberespionnage. Il y a aussi également Facebook qui a pris des mesures contre un groupe de pirates suspectés d'entretenir des liens avec le gouvernement chinois pour espionner des activistes ouïghours vivant dans différents pays, dont le Canada. Et ce groupe-là aurait créé des profils sur les réseaux sociaux pour établir un contact avec leurs cibles et les inciter à cliquer sur des hyperliens qui cachaient des logiciels malveillants. Donc, la création de profils sur les réseaux sociaux, la création de messages personnalisés pour cibler les dissidents à travers des tentatives de hameçonnage, tout ça, ça peut être facilité par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est sans parler de PMISE, par exemple, qui est un moteur de recherche qui moissonne le web avec de la reconnaissance faciale pour retrouver des photos d'individus. Par exemple, on peut téléverser une photo d'un individu et voir si cette personne a potentiellement participé à des manifestations sur le sol canadien. C'est une technologie qui amène encore beaucoup de faux positifs, mais comme toutes les technologies d'intelligence artificielle, évoluent extrêmement rapidement. Et finalement, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour perpétrer des cyberattaques. J'ai identifié vraiment deux moyens. Le premier, c'est à travers le hameçonnage. Hameçonnage, une technique où des agents vont créer des courriels, des appels ou des textos en se faisant passer pour une tierce personne pour créer un lien de confiance et inciter une personne cible à soit divulguer des informations sensibles ou à cliquer sur des liens malveillants. Donc, dans plus de 90% des cas, on estime que la manière dont les pirates s'introduisent dans des systèmes informatiques, et ensuite causer des dommages, espionner, voler, corrompre des données, c'est à travers le hameçonnage. Et l'intelligence artificielle peut donc aider à créer des messages faits sur mesure pour encore mieux convaincre la cible de cliquer sur un lien malveillant. Et finalement, il y a aussi la rédaction de codes malveillants qui peut se faire à travers les robots conversationnels comme ChatGPT. Il y a eu une analyse de plusieurs communautés illicites qui montre qu'il y a déjà des cas de cybercriminels qui utilisent ChatGPT pour développer des outils malveillants. Et certains de ces cas montrent que de nombreux cybercriminels qui utilisent ces outils-là n'ont aucune compétence en matière de programmation. Donc, encore une fois, c'est vraiment une technologie qui va baisser la barrière à l'entrée et qui va à la fois multiplier la force des attaques qui sont déjà déployées et encourager potentiellement de nouveaux acteurs à exécuter ce type d'attaque. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup. Donc, ça fait un petit peu le tour on fait des grandes lignes du rapport, ce qui a attiré notre attention, ce dont on a discuté chaque semaine, parce qu'on se rencontre une fois par semaine pour faire état de ce qu'on a vu dans l'actualité, des choses qui ont retenu notre attention, des phénomènes que l'on juge utiles, importants de surveiller et tout ça. Et dans le rapport, vous avez tous les détails additionnels. Maintenant qu'on a terminé la première partie du webinaire,
Je vous invite, si vous le souhaitez, à entrer dans la danse, participer à la discussion avec nous, poser vos questions. Et dites-nous qui vous êtes, même si on vous connaît déjà, pour certaines d'entre vous. Je suis Jean-Philippe Descaries-Mathieu, je suis directeur de la cybersécurité au Commissaire du Québec. Merci premièrement pour la présentation, je vais lire votre rapport avec grand intérêt. J'ai une question un peu peut-être out of left field, comme on dit. L'année dernière, je lisais un rapport par Pengulab, qui est une firme de cybersécurité chinoise qui sort du lot en observant les tactiques, techniques et procédures des groupes de menaces persistantes avancées attribués généralement à des pays occidentaux. Je pense notamment à Equation Group, qui est presque assurément la National Security Agency. Je me demandais dans le recensement des activités qu'il y a au Canada. Au début, on mentionne, puis avec raison, on mentionne l'Iran, la Chine, la Russie, les acteurs malicieux habituels, les usual suspects. Avez-vous recensé ou avez-vous l'intention de porter une attention particulière à des activités de menaces persistantes avancées américaines, britanniques ou autres en sol canadien? Des acteurs que je qualifierais de malicieux, de pays alliés, entre guillemets, parce que les pays ont des intérêts, pas des alliés, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Voulez-vous porter une attention particulière à ça? Est-ce que, je pense au pays des Five Eyes particulièrement, supposément qu'on échange notre information avec eux. Je suis curieux, simplement comme ça. Avez-vous recensé quelque chose? Pouvez-vous le dire sans qu'il y ait un laser qui apparaisse sur votre tête? Quelque chose comme ça? Merci. Non, on ne souhaite pas ça. Puis là, on ne fait pas nécessairement référence au prochain documentaire de Tucker Carlson, quand on parle de désinformation à propos du Canada. J'imagine que c'est pas de ça qu'on parle. Réponse courte, non, on le fait pas. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si Alexis a regardé ça, si les autres ont regardé ça plus spécifiquement. Mais Alexis a des choses à dire qu'il me dit. Mais non, on n'a pas... Évidemment, notre réflexe, pour le moment, a été de se concentrer sur les usual suspects. Mais ce serait intéressant de voir ce que les alliés du Canada font à l'égard du Canada sur ces questions-là. Et le cas américain peut être intéressant à étudier. Parce que la relation avec les États-Unis n'est pas aussi cordiale qu'elle l'a été dans le passé. Il y a une compétition aussi entre les États-Unis et le Canada dans toutes sortes de secteurs qui ont été évoqués aujourd'hui. Il y a une volonté de collaboration, mais avec Trump, on l'a vu. Il y avait une distinction moins nette entre les rivaux économiques des États-Unis et les alliés traditionnels des États-Unis. Donc, quand Trump disait on va imposer des tarifs et des sanctions à la Chine et qu'il disait en même temps on va imposer des tarifs sur l'aluminium et l'acier canadien, pour moi, c'était signe qu'on est dans un environnement beaucoup plus compétitif qu'avant. Et donc, il peut y avoir un intérêt de la part d'industrie américaine d'en savoir un petit peu plus sur le savoir-faire canadien, des choses comme ça. Donc, c'est une piste, une intuition extrêmement intéressante. Pour l'instant, on a peut-être laissé ça un petit peu de côté, mais c'est un angle mort, clairement. Puis ça pourrait être intéressant, je pense, de regarder ça. Et davantage, en tout cas. Je ne sais pas si Alexis va ajouter quelque chose là-dessus. Oui, merci beaucoup pour ta question, qui est une très bonne question. Je dirais pas que, on n'a pas du tout de filtre par rapport à ça, dans le sens où si on voyait passer un cas là-dessus, on le laisserait de côté parce que on porte les États-Unis dans notre cœur, donc on veut surtout pas dire du mal d'eux. Il n'y a pas du tout de ça. Pour le moment, je dirais que, on n'a pas de cas, à ma connaissance, qui traite de ça. Je pense que c'est essentiellement, c'est clairement un résultat en fait d'une absence de source. En fait, à ma connaissance, on n'a pas vu passer d'infos probantes qui démontrent vraiment ça, où il y a eu de l'attribution formelle vers les États-Unis ou le Royaume-Uni ou des pays des Five Eyes. Je pense qu'il y a différentes raisons à ça, mais je pense que la raison majeure, c'est que entre eux, en fait, tiennent beaucoup à laver le linge sale en famille, si on veut. C'est-à-dire que si le gouvernement canadien se rend compte de ça, ça va se discuter derrière porte close, entre gentlemen, blablabla, pour éviter que ça fuite et ne pas créer d'esclandre. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il y a peut-être bien un biais aussi de la part des firmes de cybersécurité, dont en fait les rapports de firmes de cybersécurité sont une source première pour nous. Et je pense que
pour diverses raisons, mais notamment, je pense que c'est pas du très bon business pour eux, en fait, sachant que les États-Unis sont des très gros clients, d'aller sur la place publique pour dire, bon, on a repéré une grosse campagne de cyberespionnage américaine. Je pense que c'est quelque chose qui, peut-être qu'ils le voient, mais qui se réfrènent, en tout cas, d'en parler publiquement. Donc il y a ça, mais c'est sûr que on a quand même des indices. Je pense au Snowden Leaks de 2013. On a quand même des indices que oui, par exemple, la NSA ne s'intéresse pas qu'à la Chine, à l'Iran et à la Corée du Nord. On a des indices qu'il y a des efforts qui sont déployés contre typiquement le secteur privé de pays considérés comme alliés des États-Unis. Ce que les Américains disent quand on leur pose la question, évidemment, c'est que non, mais nous, on espionne des entreprises occidentales pour, par exemple, vérifier que des entreprises du secteur de la défense ne vendent pas en cachette des technologies sensibles à des pays problématiques, etc. Donc, ils arguent un peu qu'ils nous espionnent pour notre propre bien, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, l'argument sur le papier est peut-être recevable, mais enfin, tout ça pour dire que on peut sentir un petit peu de fumée parfois, mais à date, on n'a pas eu tellement d'éléments probants qui font qu'on peut commencer à ajouter des cas. Mais le jour où ça sort, je serai très heureux de les ajouter au répertoire. Oui, et si tu as vu, excuse-moi, je te tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais si tu as vu des cas dans l'info que tu consommes et que tu peux partager, parce que c'est ça l'enjeu aussi. Si on regarde la métaux sur laquelle s'appuie le rapport et le répertoire, on travaille des sources publiques. Donc, on n'est pas dans le secret des dieux et souvent, il peut se passer des choses, mais les entreprises n'en parlent pas publiquement, les gouvernements non plus. Dans tout le dossier dont on a parlé récemment, l'ingérence chinoise dans nos élections, il y a eu des fuites d'informations. Puis là, il y a un gros débat au Canada à savoir si c'est pas un problème, en fait, qu'il y a eu ces fuites d'informations. On a appris certaines choses, mais souvent, on ne les connaît pas, ces informations-là. Donc, peut-être qu'il y a des cas, si tu en connais, moi, je serais intéressé de le voir, de les inclure dans le répertoire. Pour l'instant, on n'en a pas, dans le répertoire. Anne-Marie Gingras. Bon, alors je ne me présente pas puisque tu viens de me nommer. Mais tu peux dire qui tu es, par contre. Professeur. Je suis professeur ici en sciences politiques. Alors, ma question et mon commentaire font suite vraiment à ce que vous avez dit et aussi au fait que l'année dernière, j'avais regardé le rapport et devant le chiffre de 14, j'avoue que les cheveux m'avaient dressé sur la tête parce que je me suis dit, c'est sûrement pas à la douzaine, mais c'est à la centaine qu'il y a de ce genre d'incidents. Alors, évidemment, par définition, les entreprises privées ne veulent pas rendre public les incidents et c'est sûrement exactement la même chose pour les ministères, les organismes gouvernementaux. J'ai bien entendu, Frédéric, ton avertissement, hein, que ce n'était pas exhaustif. Pas du tout. Et que, bon, on doit utiliser des rapports du Centre des télécommunications, du SCRS, de plusieurs organismes. Et en particulier en matière de cyberespionnage, je me dis, mon Dieu, là, vraiment, il doit en avoir des centaines au Canada. Mon impression, c'est que le Canada est un peu un maillon faible des Five Eyes. Si on regarde l'attitude du gouvernement canadien face à Huawei, comment le gouvernement canadien a pris du temps avant de faire ce que les 4 autres partenaires avaient fait, de bloquer Huawei, en fait, c'est un peu inquiétant. Et je n'ai pas entendu, et peut-être que c'est sage de votre part de ne pas montrer davantage d'urgence. Moi, je suis beaucoup plus inquiète que vous, en fait, ou vous l'êtes probablement, mais c'est pas la manière de le présenter dans une réunion comme aujourd'hui. Mais et donc la question, c'est quoi faire de plus pour en savoir davantage? Parce que effectivement, quand on pense à l'espion Kim Philby, ça a pris quoi, 30 ans avant qu'on s'en rende compte? Il y a toute une thèse aux États-Unis. Il y a un livre sur Trump qui serait non pas un espion, mais ce qu'on appelle un asset.
Et c'est une thèse très intéressante dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias. Quand on lit le bouquin, c'est extrêmement convaincant. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? OK. Je vous pose une question difficile. Non, merci, je Anne-Marie. pense. Moi aussi, je trouve que les chiffres sont petits. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu, là, écoutez, c'est pas exhaustif cette affaire-là. C'est sûr qu'il y en a plus que ça. Mais on reste prudent parce que, bon, d'attribuer, tout le problème de l'attribution. Mettons, on sait qu'il se passe quelque chose. C'est difficile pour nous, comme équipe de recherche. Ce serait pas très sérieux de commencer à dire, ben, ça, on l'inclut dans notre répertoire, cet événement-là, et on suppose que ça provient de la Chine, on suppose que... Donc, on inclut dans le répertoire les choses dont on est à peu près certain. On travaille beaucoup avec les données publiques. Je pense que la contribution de cet effort de recherche, c'est qu'il y a un endroit où on met toute cette information, le répertoire, puis on va le bonifier en cours de route. On aimerait avoir une plus grosse équipe pour faire plus de recherche, mais on fait ce travail-là pratiquement au quotidien, chaque semaine. On ajoute les événements, tout ça qu'on voit passer dans la presse, en fait, dans les rapports de cybersécurité et tout ça. Puis même les grandes firmes de cybersécurité américaines restent assez prudentes, généralement, avant de dire, bon, ben ça, c'est la Chine, ça, c'est la Russie, voici ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a eu une rencontre en tout cas, avec des gens qui travaillent dans une firme de cybersécurité ici à Montréal. C'était super intéressant. Bon, on a eu des rencontres aussi avec les gens des commissionnaires du Québec. Puis tu peux nous dire si vous êtes aussi prudents que nous dans vos firmes. Mais même les geeks, en fait, qui creusent ça, tout ça, parviennent à attribuer en des connect de dots. Donc, on peut dire, bon, voici un mode opératoire qui s'apparente à ce qu'on a déjà vu dans le passé. Donc, puisque ça ressemble à ce qu'on a vu il y a 2-3 ans, on peut penser que c'est le même groupe qui a fait telle chose. Mais parfois, on reste dans la supposition, tout ça. Puis nous, on ne veut pas aller là parce que politiquement, c'est quand même délicat. Donc, les chiffres ne sont pas super élevés. Il y en a des centaines. Il y en a peut-être des milliers de plus, mais pour l'instant, on prône plutôt la prudence que des gestes, en fait, des décisions qui pourraient nous être reprochées. C'est-à-dire, là, vous supposez des choses, vous allez trop vite, vous allez trop loin. Voilà, je ne sais pas si Dany va ajouter quelque chose, parce que Alexis, pardon, ou Dany, n'importe qui, mais on a beaucoup réfléchi à la méthodologie aussi. Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans? Quels sont nos critères? On a défini des types aussi de cyberincidents. La cybercriminalité, à proprement dit, on ne s'y intéresse pas vraiment. Donc, on travaille vraiment dans une logique de relations internationales, compétition entre les États surtout, des groupes qui peuvent être employés par des États pour, en fait, nuire au Canada, tout ça. Mais je ne sais pas si Alexis veut ajouter quelque chose. Je dirais peut-être deux choses. Le premier, sur tout ce qui est du nombre, par exemple, si on va écouter ce que dit, par exemple, le Centre de la sécurité des télécommunications sur les attaques qui visent les infrastructures informatiques fédérales, etc., suivant comment on aborde le problème, ils vont nous dire qu'il y a des millions d'attaques à chaque jour. Mais il faut bien voir que... on parle, voilà, on est dans le domaine virtuel, on parle d'un domaine où il y a par exemple beaucoup de processus automatisés, des programmes qui sont en gros qui sont automatiques et à qui on dit, voilà, allez, aujourd'hui, va frapper à telle porte, à telle porte, à telle porte et regarde où est-ce que tu peux entrer. Mais c'est des choses, voilà, qui se font à la vitesse de la lumière et qui sont finalement quelque chose de très machinal. Et nous, c'est pas un terrain sur lequel on s'aventure parce qu'au final, je suis pas sûr que ce soit si significatif. Nous, en fait, c'est pour ça qu'on a retenu le terme cyberincident, c'est parce qu'on se concentre sur les cas où il y a vraiment quelque chose qui sont concrétisés. Il y a eu de l'information qui a été compromise ou un système qui a été vraiment compromis dans le sens où on s'en tient au cas où il y a pu y avoir une espèce de répercussion géopolitique, finalement. Donc, du point de vue méthodologique, c'est peut-être ça qui fait aussi on n'est pas sur des milliers de cas, mais actuellement sur une centaine. Et autre chose que j'aurais dit, peut-être sur
L'aspect de la transparence aussi. Moi, j'ai été invité à témoigner à Ottawa récemment. Et bon, j'étais devant des politiciens et politiciennes et parlementaires, donc je voulais surtout pas leur dire que tout ce qu'ils faisaient c'est mal et les critiquer. Mais la petite incise que je me suis permis de faire, c'était justement sur le manque de transparence pour dire, selon moi, c'est contre-productif parce que sans transparence, on n'a pas de notion de l'ampleur réelle du problème. Donc les gens vont continuer de ne pas s'en soucier et donc on ne pourra jamais, quelque part, justifier d'y allouer plus de ressources, les ressources qu'il faudrait pour véritablement adresser ces problèmes-là. Et c'est quelque chose qui existe dans le secteur public, c'est quelque chose qui existe dans le secteur privé aussi. Et c'est quelque chose que je dis aussi aux gens du secteur privé quand je les croise, c'est que moi personnellement c'est un truc qui me dépasse, c'est que ça reste aujourd'hui un gros mot pour une entreprise de dire qu'elle s'est fait pirater. Je rappelle que le Pentagone s'est fait pirater, que la NSA s'est fait pirater, que Apple, Google se sont tous fait pirater. Donc les meilleurs se font pirater. Selon moi, ça ne devrait plus être un tabou et je pense qu'on gagnerait tous à tout simplement en parler beaucoup plus ouvertement pour mieux adresser le problème. Mais voilà, ces tabous persistent. À notre échelle, je pense qu'on essaie justement, enfin ce genre d'événements et ce genre de discussions, on essaie de les briser un petit peu, mais on n'est pas encore rendu là. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous rappelle que le rapport est disponible sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand. Et je remercie la Banque nationale du Canada pour l'appui aux travaux de l'OCM. Je veux aussi remercier l'équipe administrative de la chaire Raoul Dandurand, c'est-à-dire Ivana Michelin, notre responsable des communications, Françoise Conéa, qui est entre autres notre responsable des événements, mais qui a passé plusieurs heures sur le rapport pour qu'il soit aussi beau qu'il l'est. Donc, tout le graphisme du rapport est un travail que Françoise a fait avec diligence, avec professionnalisme, tout ça en équipe avec Ivana Michelin, que je remercie. Et je remercie aussi Louis Collerette, directeur exécutif de la chaire Raoul Dandurand, qui est extrêmement polyvalent et qui a fait, entre autres, la révision du rapport, qui l'a relu, qui nous a posé ces questions, qui nous a donné son avis. Donc, merci beaucoup. Une belle équipe sans laquelle tout ça ne serait pas possible. Et je vous invite à rester à l'affût de nos prochaines activités. Tout ça et toute l'information est sur notre site Internet, sur nos médias sociaux. Merci beaucoup. Merci à l'équipe aussi qui nous a permis de rejoindre les gens à la maison. Je vois des caméras à l'arrière, je vois une équipe. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.